Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à tous. Je vous propose juste d'attendre une petite minute, peut-être que les derniers, ou peut-être 1 ou 2 minutes, le temps que les derniers se connectent. En attendant, je vous souhaite la bienvenue à tous à cette session collective. Donc, session collective qui, pour rappel, est organisée sur une thématique interopérabilité, donc par le domaine accompagnement industriel et écosystème innovant de l'ANS. Donc, session collective qui se veut, et là évidemment je te laisserai compléter Nicolas, mais la plus interactive possible et la plus participative. Évidemment, donc Nicolas Ris, expert sur l'interopérabilité, sera là aussi non seulement pour vous présenter des éléments, mais pour répondre à vos questions en direct. C'est vraiment un temps dédié aussi qu'on a envie de vous offrir. Un autre petit rappel, donc la session sera enregistrée. Session enregistrée, Nicolas va aussi s'appuyer sur un support qui vous sera partagé également à l'issue de cette session. Cette session qui devrait durer donc à peu près 1 heure, on vous demande également de rester le plus longtemps possible, puisqu'on aimerait aussi vous solliciter grâce à un petit questionnaire de satisfaction sur votre ressenti de la session, de la manière d'organiser des sujets, de la manière dont ils sont traités, ce qui nous permet aussi, nous, de notre côté, de nous améliorer dans l'animation, l'organisation des sessions. Donc voilà, j'ai fini pour ma petite introduction, donc je te laisse la parole, Nicolas. Merci. Merci Raphaël. Donc oui, effectivement, l'idée de ce webinaire, qui n'est pas vraiment un webinaire, c'est de faire les choses un peu différemment de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire à l'ANS. C'est de rendre... en fait, on a ce créneau, j'ai à peu près une quinzaine de slides d'introduction pour présenter l'interopérabilité de manière vraiment générique. Et le but, c'est vraiment de créer peut-être des discussions, voire même un groupe de travail pour discuter des sujets vraiment qui vous intéressent. Et donc, à vous de décider de quoi on parle sur l'interop. Hors de ça, je ne serais peut-être pas compétent pour y répondre. Mais voilà, donc voyons comment ça se passe. On commence à, euh, à mettre en place ce genre de pratique. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de s'améliorer au fur et à mesure et d'avoir votre retour à l'issue. Voilà, et de peut-être aussi récolter de la manière la plus précise possible vos besoins pour savoir si ce qu'on fait, c'est vraiment conforme à vos attentes et si on répond vraiment à vos besoins, autant en termes de webinaire, de formation que de spécification d'interopérabilité. Et pour commencer, du coup, on peut peut-être commencer par un tour de table, si ça vous convient. On en profite comme on n'est pas beaucoup. Ça permet de faire une présentation un peu, enfin une connexion un peu privilégiée entre nous tous. Donc, je vais commencer par donner un ordre en fonction de comment ça s'affiche chez moi, par exemple, en commençant par Olivia Willem. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. OK. Donc, je travaille dans une société qui distribue des implants cochléaires. On a déjà déposé et obtenu la certification pour nos processeurs de son et donc la partie externe de notre dispositif médical. Et la semaine dernière, j'ai déposé les demandes pour la partie interne. À voir si cette partie-là rentre également dans le périmètre pour obtenir la certification ANS pour des dispositifs numériques. Ok. Eric. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien, c'est bon aussi? Ouais. Ok. Moi du coup de mon côté, donc je suis avec Clément, je suis CTO de Tachycard, où nous on s'occupe actuellement de fournir des cartes pour les patients après une implantation de prothèse cardiaque, mais également on est en train de mettre en place des outils pour aider les équipes de la télésurveillance. Voilà. Ben, il y a un très beau groupe de travail côté interop santé sur la télésurveillance, en l'occurrence. On pourra en parler tout à l'heure. Thibaut. Oui, bonjour. Thibaut Hivernam, moi je travaille dans l'interopérabilité pour le grade d'innovation et santé Sud PACA. Théo.
Bonjour, c'est Théo Loué. Du coup, moi, je travaille pour la société Télémis. Je m'occupe du PAX et du projet Dreambox. Ok. AM, je sais pas. Bonjour, Morisseau. Moi, j'appartiens à la société Equasens et je m'occupe des logiciels pour Officine. Et je pense que, en fin de compte, je remplace quelqu'un qui ne pouvait pas venir et j'ai su ça tout à l'heure. Je ne sais pas si véritablement j'ai ma place dans cette réunion. Je suis un peu désolé. Donc là, moi, je suis essentiellement sur le Ségur, donc Ségur vague 1, vague 2. Ok. Baptiste. Bonjour, moi je suis de Infologie, on est éditeur pour le médico-social, particulièrement tout ce qui est SIAD et aide à domicile. Voilà, on est éditeur de logiciels. Ok. Et Florian. Bonjour, me concernant, je travaille pour une entreprise qui fait dans l'apnée du sommeil. On a à la fois les machines et les plateformes de téléobservance. Et puis voilà. Ok, cool. Ouais. Juste un petit point par rapport à l'interopérabilité. Souvent, il y a une confusion entre interopérabilité et référencement, où du coup les gens pensent que c'est à peu près la même chose, interopérabilité et référencement. Pour moi, c'est pas, enfin on verra ça tout à l'heure, mais c'est pas vraiment la même chose. C'est que l'interopérabilité, c'est une des exigences d'un référencement. Et l'objectif avant tout, avant le référencement, c'est vraiment d'arriver à échanger les données pour le bien du patient et pour la recherche clinique. Voilà. Donc il y a cet aspect vraiment technique de trouver en fait une modélisation technique et métier, en fait technico-fonctionnelle, de trouver une modélisation qui corresponde aux besoins de tous. Et ensuite, une fois qu'on arrivait à résoudre cette problématique et qu'on a trouvé une modélisation commune qui corresponde à tout le monde, là après on pourra faire du référencement pour que ce soit utile à grande échelle. Et mon objectif vraiment, c'est de créer des groupes de travail, d'acculturer, d'amener un maximum de monde pour, pour co-construire en fait tout ce cadre d'interopérabilité français. Donc voilà, je peux commencer par vous présenter mes quelques slides d'introduction, si ça vous va, et après on pourra passer aux questions, réponses, remarques. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions ou des remarques, comme on n'est pas beaucoup, on peut en profiter. C'est là. Voilà. Du coup, une petite slide pour présenter l'interopérabilité. Qu'est-ce que c'est? Bon, là, j'ai des exemples d'une date, 22 octobre, écrit dans plein de formats différents. Et si les dates, elles sont dans des formats différents, ben, du coup, les systèmes ne vont pas comprendre la date. À moins que, du coup, il y a des outils qui modifient en fait la date pour arriver à un format commun. Donc l'interopérabilité, c'est un peu ça, c'est trouver en fait un format commun qui parlera à tout le monde pour que tout le monde parle le même langage, en fait. Là, on parle d'une date, c'est très très simple par rapport aux données médicales qui sont ultra vastes et complexes, avec des pathologies, des symptômes, des mesures, des données de vie réelles, des données cliniques, génériques, etc. Et il y a du coup un besoin fort de standardisation pour que les données soient comprises entre les systèmes et réutilisées pour éviter de créer des interfaces entre chaque logiciel. Et on verra après tous les intérêts qu'il y a à l'interopérabilité et à trouver ce langage commun. Et j'aime bien dire globalement, comme j'ai dit en introduction, que en fait, c'est juste des gens, des groupes de travail, des gens qui parlent ensemble, qui discutent ensemble et qui ont des connaissances métiers, des connaissances techniques sur les standards d'interopérabilité, qui vont trouver ensemble un langage commun euh, pour, euh, pour échanger des données d'intérêt. Par exemple, la disponibilité en lit. Si tout le monde partageait les données de disponibilité en lit des hôpitaux de la même manière, eh ben, ça aurait été beaucoup plus simple pendant la crise Covid. Et donc l'idée, une fois qu'on a des spécifications qui sont matures, on pourra effectivement faire des référencements derrière pour être sûr que tout le monde utilise ces spécifications-là. Donc il y a plein d'acteurs en fait, d'interopérabilité qui vont travailler dans deux domaines. Le premier domaine de l'interopérabilité, c'est plutôt la syntaxe. Donc ça va correspondre un peu à la forme du texte qui va indiquer en fait comment structurer la donnée. Par exemple, on aura la structure d'un objet JSON, document, patient, et pour ça, on a différents standards tels que le CDA, H', HL7V2, Fire, DICOM, etc. Et en gros, la syntaxe, ça veut dire que, par exemple, Fire,
on aura une ressource qui s'appelle patient, et la ressource patient, il y aura la donnée gender, la donnée adresse, la donnée, etc., etc. Et on aura la structure comme ça de notre objet patient. La sémantique, elle, ça va être des dictionnaires en fait de code qui vont permettre d'indiquer quels codes concepts sont utilisés pour un cas d'usage donné. Et l'objectif, ça va être d'interpréter les concepts de la même manière et sans ambiguïté par tous les systèmes. Par exemple, en France, pour indiquer une pathologie, on va utiliser un code SIM10, la classification des maladies. Voilà, et on en a d'autres, la LOING pour la biologie, la SNOMED-CT qui est une terminologie généraliste, etc., etc. Voilà, donc quelques avantages à l'interopérabilité. Donc j'en reviens. Donc pour les éditeurs, il y a une générale, de manière très générale, ça permet d'optimiser les coûts. Donc pour les éditeurs de logiciels, ça va permettre de limiter les développements spécifiques, d'éviter de développer des connecteurs pour chaque API différente, pour chaque logiciel, pour chaque type de données. Et ça permet aussi d'intégrer facilement ces données dans les différents logiciels pour agréger en fait toutes les données des différents logiciels au sein d'un même logiciel. Pour l'assurance maladie, effectivement, ça peut aussi éviter la répétition d'actes médicaux, par exemple de diagnostics, si ceux-ci ont déjà été faits au préalable. J'aime bien dire, si on va un peu plus loin, que derrière, on pourrait même imaginer révolutionner le soin, la recherche médicale et la santé publique. Parce que si on pouvait accéder aux données de multiples sources au sein d'un même logiciel, si on pouvait réutiliser ces données sans double saisie, et ben, du coup, on pourrait faciliter vachement du coup, la recherche médicale parce qu'on aurait plein de données accessibles de bonne qualité très rapidement. Voilà, et derrière, in fine, ça pourrait sauver des vies avec des accès à toutes les informations pour la prise de décision éclairée. Donc, si on a tout l'historique du patient bien structuré, bien standardisé, qui permet du coup un affichage clair dans l'interface graphique, et ben, du coup, ça va faciliter la prise de décision des médecins. Et derrière, du coup, ça va permettre aussi de faire avancer la recherche médicale. J'ai un petit exemple, par exemple, en réanimation médicale. Donc, pendant mon externe de pharmacie, j'ai fait un stage là-bas. Et en gros, pour faire de la recherche clinique, ils prenaient un Excel et ils tapaient en fait les données des patients inclus dans l'essai clinique dans une centaine de colonnes différentes, les données au fur et à mesure de son séjour. Du coup, c'était mon rôle de remplir cet Excel. Et pour éviter ça, du coup, j'ai créé une macro Excel qui permettait de remplir automatiquement les données biologiques. Et en faisant ça, en fait, j'ai fait économiser un temps important et j'ai fait gagner de la qualité de données. Je fais gagner en qualité la donnée parce que du coup, il n'y avait pas une double saisie qui risquait d'induire des erreurs. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un détail, un petit détail. Mais si on imaginait faire ça à l'échelle nationale, si toutes les données étaient standardisées de base et qu'on avait des logiciels d'extraction des données parce que c'était standardisé et que c'est facile à faire, et ben on pourrait vachement plus facilement avancer en termes de recherche clinique. Voilà. J'espère que ça vous parle. Et là, je vous propose de faire une première partie d'interaction. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, vous pouvez peut-être réagir ou si vous avez d'autres idées d'avantages que l'interopérabilité peut apporter pour le médecin, pour les développeurs, pour les éditeurs, pour l'assurance maladie, pour le national, pour le patient, etc. Donc, n'hésitez pas à interagir. Et je complète, n'hésitez pas également à utiliser le chat si des questions surviennent pendant que Nicolas intervient et présente. Bien évidemment. On les traitera après au fur et à mesure. Oui, je ne vois pas le chat, donc Raphaël, n'hésite pas à me dire s'il y a des questions. Oui. Pour l'instant, non. Ok. Ok, très bien. Bah, on peut continuer, du coup, s'il n'y a pas de questions. On est trop habitué au webinaire et à l'animateur qui parle. Mais on peut faire ça si jamais il n'y a pas de remarques, questions. Donc voilà, quels sont les acteurs de l'interopérabilité du coup pour permettre d'arriver à trouver ce langage commun? Donc au niveau national, il y a l'ANS qui va travailler au niveau français, Europe et monde, qui va proposer des cadres clairs et des bonnes pratiques pour faciliter le partage et les échanges de la donnée de santé, qui va co-construire des projets e-santé sur l'ensemble du territoire avec les différents acteurs de l'écosystème. Je pense notamment à l'annuaire santé pour diffuser des informations sur les professionnels de santé, les hôpitaux, et également le ROR pour diffuser les disponibilités en ligne, par exemple. Il y a également les grades
les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, qui va veiller à l'urbanisme et à déployer en fait les e-services de santé au niveau régional. Et il y a des grades très actifs en Interop où on a des discussions très rapprochées pour créer des spécifications d'interopérabilité. Et c'est génial pour nous à NS parce que du coup, ça nous permet d'avoir vraiment des personnes qui sont très proches du métier et qui peuvent avoir un feedback vraiment très métier sur nos spécifications. Au niveau des associations, il y a également HL7, donc je pense que vous connaissez Help Level 7. C'est une grande association internationale qui va développer des standards d'échange. Et c'est cette association qui a créé du coup les standards FHIR, CDA et HL7V2. Il y a également au niveau monde et Europe IHE qui va développer des spécifications d'interopérabilité dans une démarche un peu différente d'HL7. Donc IHE va partir d'un cas d'usage, d'un besoin métier, et va ensuite chercher parmi tous les standards existants, notamment ceux d'HL7, lequel répond le mieux aux besoins. Et ensuite, ils vont adapter en fait ce standard d'échange pour répondre à ce besoin métier de manière précise. Voilà. Après, il y a Interop Santé, donc, qui est une association française, qui est le représentant HL7 et IHE en France. Et par exemple, Interop Santé va développer des profils français de référence en FHIR. Et ils vont aussi proposer des formations, par exemple, dans les différents standards. Et du coup, pour donner un petit exemple, nous, à NS, quand on a besoin de travailler sur une spécification française, on va toujours se baser sur ce qui est fait côté Interop Santé IHE et HL7 pour pas partir de zéro, pour vraiment avoir un écosystème cohérent, global, au niveau mondial. Et donc, ce qui va permettre aussi aux éditeurs français, quand ils souhaiteront s'internationaliser, d'avoir des interfaces qui sont compatibles au mieux avec ce qui est fait à l'international. Et je prends un exemple, par exemple, si on utilise tous le standard FHIR, ce sera beaucoup plus simple de s'internationaliser que si on développait des API franco-françaises sur des standards, c'est pas des standards d'ailleurs, sur des langages qui sont propres à la France. Donc voilà un petit focus sur HL7. Donc c'est une organisation de développement de standards ouverts qui est basée sur le consensus et qui fonctionne sur le volontariat. Elle va créer des groupes de travail qui regroupent des éditeurs, des consultants, des fournisseurs de soins de santé, des associations, etc., etc. Et donc chaque groupe de travail va se concentrer sur un cas d'usage particulier. Donc là j'ai Patient Care qui travaille sur le International Patient Summary, donc le résumé du patient international. FHIR Infrastructure qui va se baser sur les ressources de base en FHIR. Et donc ces groupes de travail ils vont chacun faire avancer un petit peu le standard FHIR pour arriver à un standard de plus en plus mature au fur et à mesure. Et donc voilà, donc cet objectif d'HL7, c'est vraiment de promouvoir une interopérabilité globale des données de santé en promouvant des standards, leur adoption et leur implémentation. Et donc pour vous donner un peu l'historique d'HL7, donc HL7V2 qui est encore très utilisé en intra-hospitalier, date des années 80. Ensuite, CDA est sorti dans les années 95, qui est très utilisé en France dans le cadre des documents médicaux du DMP. Et enfin, FHIR du coup, est le dernier standard de 2018 qui commence à dater aussi, mais qui commence à prendre beaucoup en termes de part de marché, on va dire, avec de plus en plus de projets. Je pense notamment à Mon Espace Santé, l'Aurore, l'Annuaire, dont j'ai déjà cité tout à l'heure. Sachant que du coup, plus on va vers la droite, plus on s'approche des technologies modernes, web, avec FHIR du coup qui est en JSON, avec une API REST, etc. Voilà, donc pour faire un petit focus sur les différents standards d'HL7, donc là on a HL7V2 qui est un paradigme message. Donc l'idée c'est d'échanger des données cliniques administratives entre deux systèmes sous forme d'événements. En fait, dès qu'il y a un événement, en fait, un message sera envoyé pour sensibiliser, pour informer en fait un système qu'il s'est passé quelque chose. Et un exemple, ça peut être IHE-PAM, donc Patient Administration Management, pour indiquer toutes les informations sur un patient, par exemple son arrivée à l'hôpital. Voilà, donc CDA, je vous en ai déjà parlé, donc c'est vraiment
le standard du document médical. Donc l'idée, c'est d'avoir un document structuré, par exemple un compte-rendu hospitalier ou un compte-rendu biologie. Donc il est structuré sous 3 différents niveaux. En France, on n'aura que le niveau 1 et le niveau 3. Le niveau 1, en gros, c'est un PDF qui est encapsulé avec des métadonnées qui sont structurées. Et le niveau 3, c'est entièrement structuré. Et là, par exemple, au labo de biologie, on aura une structuration vraiment précise avec des codes LOIN qui correspondent à un résultat donné en biologie avec telle unité, etc. etc. Enfin, Fire, du coup, Fast Healthcare Interoperability Resources, c'est un peu des briques où chaque ressource en fait en Fire va représenter un concept. En fait, par exemple, on aura la ressource patient, on aura la ressource practitioner, la ressource organisation, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est de les assembler pour avoir un contexte, une image cohérente. Et ensuite, on pourra utiliser en fait ces ressources via différents usages, soit document, donc mettre toutes ces briques pour former un document, soit message au niveau enfin un peu comme HSLV2, soit le plus utilisé, c'est l'API REST. Donc, par exemple, renvoie-moi toutes les ressources patients qui sont nées après telle ou telle date, ou le paradigme service que je connais moins et à ma connaissance, il n'y a pas d'usage. Donc, par exemple, d'utilisation en France, la gestion du cercle de soins ou l'annuaire santé. Il y a une communauté assez importante, et notamment au niveau français, où il y a ce Slack, firefrance.slack.com. Donc, si vous voulez vous intéresser à l'actualité Fire et tout, ou poser des questions, n'hésitez pas à aller dessus. Je vais vous envoyer le lien tout à l'heure. On vous l'enverra en compte rendu pour vous inscrire sur le Slack. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est conforme à vos attentes? Est-ce que vous imaginiez plus quelque chose de réglementaire? Enfin, je suis preneur de toute remarque avant de continuer. Ok, pas de remarque, pas de... Donc, un point important par rapport à l'interopérabilité, c'est que les standards sont de base au niveau international faits de manière très générique. Donc, l'idée, c'est de les rendre utilisables dans n'importe quel cas d'usage. Parce que s'ils étaient trop précis, qu'ils imposaient des terminologies, et ben, ça rendrait vachement difficile leur implémentation. Donc c'est pour ça qu'ils sont très génériques par défaut. Et en fait, il faudra les adapter à l'écosystème français et par cas d'usage. Et j'aime bien dire, par exemple, que Fire n'est pas interopérable de base, parce qu'il est fait pour être ultra générique et pour vraiment correspondre à tous les cas d'usage. Et donc, si tout le monde utilisait Fire à sa façon, et ben, du coup, on n'aurait pas d'interopérabilité du tout. Et il faut vraiment respecter ce cadre d'interopérabilité, en fait. Donc, les profils français faits par Interop Santé, puis les profils faits par cas d'usage au niveau de l'ANS pour gagner vraiment en interopérabilité. Et en fait, pour rendre ces spécifications moins génériques et les adapter par pays et par cas d'usage, on va utiliser ce qu'on appelle le profilage, qui va être utilisé pour contraindre et donc gagner en interopérabilité. On va pouvoir, par exemple, rendre obligatoire certaines données, rendre obligatoire certains codes concepts, et déterminer l'usage d'extensions pour des champs non définis de base dans le standard. Dans le cadre de Fire, par exemple, du coup, j'ai l'exemple de l'ethnie à droite. Celle-ci est obligatoire aux US, mais interdite en Europe. Du coup, elle n'a pas été définie directement dans le standard, mais il y a une extension qui a été créée permettant en fait de rajouter cette donnée qui n'est pas présente de base. De la même manière, en France, on va pouvoir, via des extensions, rajouter des attributs qui ne sont pas disponibles dans le standard de base. Et du coup, on voit bien que si chacun crée ses extensions pour répondre à son besoin, et ben, du coup, on ne serait pas du tout interopérable parce que chacun aurait ses extensions définies à sa manière. Nicolas, Oui. il y a une petite question dans le chat de la part de Gwen, qui en effet est arrivée un petit peu en retard, sur l'identité patient, et qui demande si l'identité patient est unique au-delà même du périmètre de la France. Ok. Donc, au niveau français, on a l'INS. Donc, l'INS, c'est un matricule plus 5 traits. Les 5 traits, je ne les ai pas de tête. C'est la date de naissance, le nom de naissance, la liste des prénoms et je ne sais plus quoi. Il faudra revoir le référentiel pour savoir. Et en fait, le code INSEE aussi de mémoire. Oui, c'est ça. Le prénom, code INSEE date, obligatoire.
Ah, voilà. Ouais, le code de l'adresse de naissance, enfin de la ville de Oui, naissance. C'est ça. Ouais. c'est ça. Et donc ça, c'est en France, et il faut appeler le téléservice INSI du GIE Sésame Vital pour valider ces informations, pour valider l'identité d'un patient. Ça, c'est en France. Au niveau européen, il y a des discussions qui sont en cours pour arriver à trouver une manière d'identifier les patients de manière unique enfin, en Europe. Mais je ne sais pas où en sont ces discussions. Et pour l'instant, il n'y a rien à ma connaissance. Et sur le standard Fire, ben, je peux vous montrer ça. Hop, sur la ressource patient. C'est assez intéressant. En gros, il y a un attribut identifier qui est de cardinalité 0 étoile et qui permet en fait de remplir autant d'identifiants qu'on veut, de la manière qu'on veut. Donc, on peut avoir plein d'identifiants et le standard ne dit rien du tout de la manière dont on identifie un patient à l'international. Donc, c'est vraiment adapté en fonction du contexte. Nicolas, est-ce que tu vois quand il y a des mains levées ou pas? Ouais, Ah, d'accord, Théo, ok. les mains levées, je les vois. Ok, C'est quand je nickel. partage. C'est un écran, donc. Oui, en fait, moi j'aimerais juste revenir rapidement sur les profils français. Ouais. Quand vous poussez des profils donc français, que ce soit le PAMFR ou n'importe quel profil finalement, comment vous mettez les éditeurs dans la boucle? Ou est-ce que vous mettez déjà les éditeurs dans la boucle? Oui, carrément. Alors, je sépare deux cas. Il y a le cas Interop Santé. Interop Santé, du coup, c'est l'association qui représente HL7 et IHE. Donc, c'est une association avec des éditeurs, enfin des membres, interopsanté.org. Association, membres, voilà. Il y a plein de membres, je crois qu'il y en a une Oui, bah, alors le fait, soixantaine. quand c'est Oui, Interop Santé, ça n'a pas du tout le même poids que l'ANS, hein. Quand c'est l'ANS qui pousse des profils à être utilisés, les hôpitaux vont grosso modo suivre. Quand c'est l'Interop, c'est un peu au cas par cas, on va dire. Moi, c'est plus oui, pour les profils qui ont été poussés par l'ANS, bah, typiquement avec le Ségur notamment, où vous poussez des standards à des oui. profils français. Ok, ouais. En tout cas, côté Interop Santé, il y a des groupes de travail qui sont ouverts à tous. Donc, le mieux, c'est de se connecter au groupe de travail pour accéder aux différents travaux. Groupe de travail. Et ici, je pense qu'on peut s'inscrire au groupe de travail. Et pour l'instant, il y a prise en charge médicamenteuse du patient, biologie médicale, gestion administrative du patient. Par rapport à ce que tu disais, Théo, par exemple, IHEPAM, c'est Interop Santé. Après, on peut le pousser au niveau réglementaire, Le même si PAM, c'est le Interop PAM, Santé. le PAM, c'est Ouais, Interop Santé, mais il y a un PAM-FR. ouais. Il me semblait que le PAM-FR, c'est PAM-FR Interop était Santé. grosso modo poussé par l'ANS, quoi. Ouais, ouais. Et en gros, c'est Interop Santé qui s'occupe de PAM-FR, qui le maintient. Mais après, c'est poussé par l'ANS. Parce que moi, je vais prendre un exemple assez concret. L'ANS avait poussé le PAM-FR lors du Ségur Vague 1. Ouais. Donc ils avaient mis au courant tout ce qui était surtout la partie RIS, parce que justement c'est eux qui sont finalement qui vont créer ce message-là, hein. Par contre, c'est vrai que pour les parties PAX, nous on était au courant de rien. Donc c'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a des risques qui se sont mis à jour, et résultat, bah, les bases de données patients sur site, ça a été assez problématique, quoi. On se retrouve avec beaucoup de patients dupliqués parce que d'un coup on change le format du message. Alors certes, c'est D'accord. sur un standard, hein, mais si de l'autre côté le receveur n'est pas mis au courant, Oui, il peut pas carrément. adapter son Ouais. système. Donc ça, c'est un problème qu'on a eu, pour la vague 1 du Ségur, et là, pour la vague 2, moi, j'ai un peu moins le cas parce qu'on a mis un peu les mains dans le cambouis, mais j'ai l'impression quand même que les éditeurs PAX sont pas toujours au courant parce que le Ségur ne Mhm. couvre pas la partie PAX, quoi. Mais on est quand même concernés pourtant. Ok. Ouais, ça va dans le sens où ben, pour faire de l'interopérabilité, il faut être au moins deux. Et si le receveur n'est pas au courant, ben, c'est compliqué, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ben oui, moi je pense qu'il y a deux choses différentes. Du coup, il y a la création des spécifications qui est là faite au niveau d'Interop Santé dans le cadre de IHEPAM. Donc c'est totalement ouvert, en fait, n'importe qui peut y aller. Mais l'autre problématique, c'est qu'une fois que c'est poussé au niveau réglementaire, au niveau de la l'ANS ou de la DNS, ben, il faut que les gens soient au courant, quoi.
et ils sont pas forcément experts interopérabilité et ils savent pas forcément où sont les discussions et à quel point ça sera utilisé, c'est ça? Ah oui, surtout que moi de l'autre côté, j'ai également les PAX managers, forcément qui regardent aussi de temps en temps de leur côté pour les sites qui ont des départements IT un peu poussés. Eux aussi, c'est vraiment pas trivial pour eux, c'est assez Ouais. compliqué. Donc, le problème, c'est que quand c'est l'interop qui est tout seul de son côté, les profils, on les poussera seulement s'il y a une utilité sur site. Quand c'est l'ANS, on va avoir tendance à pousser beaucoup plus globalement parce que Mm. c'est l'ANS derrière qui pilote, quoi. Ouais, ouais, carrément. Je comprends. Et l'interop, elle gagne vraiment s'il y a une masse critique qui utilise ces spécifications. Mais après, s'il n'y a pas d'intérêt fort de l'utiliser, c'est compliqué de faire migrer quelque chose qui marche sans intérêt, sauf s'il y a vraiment un appui réglementaire qui va pousser son implémentation, quoi. Euh, ok, donc en gros, la question c'est Bah, comment est-ce comment qu'on moi, en peut. tant qu'éditeur, demain, je peux m'assurer de bien être mis au courant et de bien suivre, ce qui va se faire Ouais. au niveau de l'ANS, en fait? C'est Mm, Parce que des fois, carrément. nous, on voit des évolutions, même l'INS, on a vu des évolutions passer, un peu au hasard, mais on le découvre sur le moment, quoi, donc c'est Ouais, pas toujours évident de suivre, je trouve. je comprends. Alors, ouais, c'est un sujet dont j'ai conscience. Euh, j'ai envie de séparer du coup deux cas. Si c'est des PDF, c'est très chaud de suivre les actualités. Mais par contre, côté Fire, du coup, on pousse de plus en plus l'usage de GitHub. Et donc, bah, par exemple, sur l'annuaire santé, on peut faire Watch All Activity pour savoir dès qu'il y a des modifications sur le répertoire. Donc, ça permet, je pense, vraiment de suivre les modifications qui sont faites au niveau d'une spécification d'interopérabilité. Alors, c'est vrai que le Fire, c'est un peu un cas à part, hein, parce que le Fire, c'est bien le seul, standard où on n'arrête pas de venir nous chercher, pour nous présenter plein de trucs. Alors c'est dommage parce que le PAX, on n'utilise pas le Fire pour le moment, il y Ouais, a pas de projet ouais, là-dessus. Mais même, vos confrères belges, côté IELTS belge, font aussi des conférences sur le Fire et nous invitent. Donc c'est vrai que le Fire, on arrive à suivre. C'est plus pour ouais, les autres standards où on a un peu de mal, de ouais, savoir, ouais, ouais. ce qui va sortir. Ouais, il y a vraiment un changement de paradigme où c'est beaucoup plus facile de collaborer, je trouve, avec Fire, parce que c'est open source. Euh, Moi, j'ai pensé à des choses, mais ça vient de moi, ça vient de ma tête. Il faudra qu'on en discute en interne. C'est mettre des listes de diffusion où chacun peut s'inscrire sur des sujets pour pouvoir pousser les nouveautés, quoi. Mais, euh, mais rien de concret qui s'y est passé. Donc, si vous avez des suggestions, ça me parle de les pousser. Ouais, une liste de diffusion, ça peut être bien. Mais bon, oui, effectivement, faudrait trouver un moyen d'informer les éditeurs quand il y a des changements Hmm. un peu gros qui pourraient arriver sur site, quoi. Ouais. Moi, je voyais bien des listes de diffusion où on pouvait s'inscrire par domaine. Ça serait vraiment super. Parce que sinon, vous allez vous faire spammer, vous allez rien dire. Donc voilà. Et côté Fire, ben, c'est mon domaine, donc c'est plus facile d'en parler, mais il y a un package feed, donc un flux RSS qui permet de dire tous les packages, tous les specs Fire et toutes les versions qui ont été publiées, quoi. Et donc voilà, ça permet d'un point de vue technique de suivre tous les packages qui ont été publiés. Mais oui, effectivement, pour les autres standards, j'ai pas de solution miracle. Pour PAM, potentiellement, je peux vous proposer de vous inscrire au groupe de travail. C'est un Google Group d'interop santé où là, il y aura des discussions et des actualités. Ouais, effectivement, je veux bien, oui. Mm. Merci. Quelle est la fréquence des évolutions? J'ai pas bien entendu. Je disais, quelle est la fréquence des évolutions, des changements, des mises à jour? Ça va vraiment dépendre du besoin, enfin du cas d'usage. Il y en a qui évoluent pas du tout et d'autres qui peuvent évoluer très vite. Ça va dépendre de la maturité. En général, plus c'est mature, moins ça va évoluer. Mais je
dis quelque chose un peu au hasard parce que ça va vraiment dépendre, mais tous les ans ou 2 ans, une spécification peut évoluer, quelque chose comme ça. Et côté Fire, du coup, moi, je tiens vachement à versionner toutes les spécifications pour laisser la liberté, soit aux personnes qui vont du coup référencer des spécifications au niveau national, par exemple dans le cadre du Ségur, soit ceux qui implémentent les spécifications d'évoluer vers la nouvelle version un peu quand ils le souhaitent. Excusez-moi. En fin de compte, pour éventuellement informer les éditeurs, il y aurait peut-être une solution, parce que moi je la pratique depuis à peu près une trentaine d'années, mais pour un autre domaine que la e-santé, qui est donc le domaine de la facturation, c'est de passer par le GIE Sésame Vital, derrière lequel vous avez une multitude d'éditeurs qui sont référencés. Et effectivement, nous, en tant qu'éditeurs, on regarde énormément les informations du GIE Sésame Vital. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement ou il y a une nouveauté, le GIE nous informe. Ok. Ouais. Par exemple, ça pourrait être ça. En gros, ils ont une grosse base de données d'éditeurs de logiciels, enfin, une grosse base, et du coup, ils informent les éditeurs. Ok. Et là, dans le cadre du Ségur, ils sont partie prenante. Donc, voilà, par exemple. Ouais. Ouais, Alors carrément. qu'avec l'ANS, effectivement, sur les 30 dernières années, on n'a pas énormément travaillé. En fin de compte, c'est l'avènement du Ségur qui nous a conduit à travailler là-dessus. Parce que même du temps de la ZIP Santé, on ne travaillait pas énormément, puisque, du moins pour le domaine pharmacie, il n'y avait pas de demande et puis il n'y avait pas d'évolution. C'est quand la CNAM a repris le dossier du DMP pour la ZIP Santé que ça a commencé les choses. Ouais. Il y a tout intérêt aussi à nous prévenir le plus possible en amont, hein, parce que quand une spécification sort, le temps de mettre à jour les logiciels, de faire sortir une version majeure, des questions d'audit, etc., il y a un gap de temps qui peut être assez conséquent. Oui, carrément. Ça, c'est clair. Et sans parler qu'au sein de nos entreprises, nous avons une problématique d'arbitrage généralement de roadmap. Et donc après, on est soumis à notre direction et des fois, ça ne va pas dans le bon sens. Oui, oui, bien sûr. Et, oui, et Donc ça vient du coup, de la complexité. justement, le fait de gagner vraiment en visibilité, c'est un avantage aussi pour les arbitrages et vous aider à créer vos roadmaps internes, j'imagine, quoi. Ok, et réfléchir comment mieux diffuser. Le problème, c'est que je pense qu'il ne faut pas une diffusion, il faut pas une diffusion unique de toute l'interopérabilité parce que sinon vous serez surchargé de mails ou de domaines qui ne vous intéressent pas. Il faudrait vraiment quelque chose de plus, de plus précis, quoi, ou avec une inscription par domaine. Sinon, côté ANS, on a aussi l'espace industriel où vous pouvez, c'est pas spécifique c'est pas spécifique à l'interopérabilité, c'est très vaste, mais il y a le portail industriel qui permet du coup d'avoir toutes les informations, notamment sur les webinaires qu'il y a au niveau de l'ANS et les différents événements. Après, on se plaint, mais il y a quand même une amélioration, je trouve, avec depuis le Ségur. Il y a plus de, je trouve les échanges plus simples avec l'ANS. Ouais, on essaye. Cool. Et ouais, moi, mon objectif, d'un point de vue technique, c'est vraiment d'automatiser un maximum pour que tout le monde puisse être informé. Mais ça va le devenir naturellement, je pense, avec l'utilisation de plus en plus fréquente de Fire. Ok. Peut-être, petite question, quels sont les standards que vous utilisez? Du coup, Théo, tu as parlé de PAM, d'ICOM. Nous, il y a tout ce qui est lié à l'HL7, hein, donc on a eu le PAM-FR, mais tout ce qui est la worklist, la création de patients, la gestion des rapports. Le DICOM, évidemment, en tant que PAC, c'est assez logique. Là, avec le Ségur, forcément, on s'est lancé dans tout ce qui est DICOM web. Ouais. Donc, c'est plutôt ce genre de standard. Ok. Le Fire, on a regardé, on attend d'avoir des projets pour voir si on commence quelque chose ou non, quoi. Oui, dans l'imagerie, il n'y a pas encore Il n'y a pas encore le besoin. de projet à ma connaissance. Ouais. La HL7, c'est peut-être assez vieux, enfin la version 2 est assez vieille, mais c'est quand même assez bien foutu. Oui. Et oui, il y a une question d'usage aussi. L'interopérabilité, il faut être au moins 2 si personne d'autre fait de Fire en imagerie. Après, on a tous les profils
juste liés à l'imagerie, mais font ça, la mammographie, KIN, IOCM, comme ça, mais Ouais, ok, trop dans le détail. ok. Et pour les autres, je sais pas si quelqu'un d'autre veut interagir. Cette remarque, ok. Et du coup, Théo, vous utilisez aussi du CDA pour faire des comptes rendus d'imagerie ou... Donc CDA, on a commencé à ramener ça suite au projet Dreambox, vu que Oui, c'est vrai, il y a le parle du pointeur. CDA pour publier dans le DMP. Ouais. Donc nous, on est receveur, une partie assez simple, quoi. On sait le décoder, mais on Ok. le génère. Hmm. Oui, vous décodez le pointeur pour accéder à l'image. C'est ça, bon, il y a plusieurs informations qu'on récupère quand même sur le patient. Bon, c'est tout dans le standard. Alors, il y a quand même quelque chose qui est assez, qui nous a fait un peu sourire. C'est que dans le CDA, on a trouvé le code SNOMED de l'examen qui a été renseigné. Alors on s'est dit c'est super parce que du coup c'est vrai que pour les questions de filtrage ou autre, ça peut être utilisé, c'est pratique. Par contre, d'un côté, d'un coup, on a eu il y avait une réunion SNOMED qui avait été organisée lorsque la France a rejoint justement la SNOMED internationale, nous expliquant qu'il fallait des certifications. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, côté Dreambox, moi, des certifications SNOMED, on n'en avait jamais parlé. Donc, de temps en temps, j'ai aussi l'impression qu'au sein même de l'ANS, il y a des communications qui se font pas. Parce Oui. que bon, j'ai essayé de lui expliquer que nous, on faisait que lire finalement une donnée qui avait été présentée dans le Hmm. CDA, et donc c'était vraiment de l'affichage pur, hein, et que c'était peut-être un peu exagéré d'aller demander des certifications pour ça. Hmm. Mais vu que la personne n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait côté Dreambox, il n'a pas trop compris, je pense, le contexte. Hmm. Donc, nous, on est resté dans le principe qu'on va pas s'amuser à se faire certifier sur le SNOMED là-dessus. Mais pourtant, c'était quand même ce qui avait été annoncé de votre côté, quoi. Ok, je sais pas. Mais effectivement, on est sur beaucoup de sujets. Oui, donc de temps en temps, on voit qu'il y a Donc, il manque quelques ouais. flux de communication, mais on se doute que c'est pas évident non plus, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, n'hésitez pas à nous les remonter, on est très preneurs à chaque fois, si vous avez des exemples. Ok. Ok, bah, il reste 15 minutes, je peux continuer à dépiler mes slides. Et donc j'avais un petit point Oui. donc, sur la... Ouais. Nicolas, petite précision, parce que Baptiste répondait aussi à tes questions, je pense, qui précisait HL7 pour les échanges avec d'autres partenaires, et sinon c'est IHE pour le DMP. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas pensé comme ça forcément, parce qu'on pourrait avoir des exemples, on pourrait avoir besoin d'IHE pour d'autres choses. J'ai un exemple. J'ai un exemple. Par exemple, il a été annoncé donc, des projets communs entre IHE et HL7, et il y en a un sur MPD, donc Medication Prescription and Dispense au niveau international. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser du coup ce genre de projet IHE au niveau entre éditeurs, par exemple. Voilà, donc un petit point sur l'importance de la co-construction et du respect du cadre d'interopérabilité. Donc, comme je vous l'ai dit, les standards sont très génériques et ne garantissent pas de l'interopérabilité de base. Donc, il faut vraiment respecter un cadre d'interopérabilité français pour gagner en interopérabilité, et plus que français, du coup, par cas d'usage. L'exemple de Fire, c'est que la majorité des champs sont optionnels par défaut. Il y a une possibilité de redéfinir des extensions à l'infini, et il y a une liberté totale d'usage des terminologies, même des terminologies locales dans certains cas. Donc voilà, Fire n'est vraiment pas interopérable si chacun l'implémente de sa façon, et c'est à peu près la même pour l'ensemble des standards. Je pense que le plus important en interopérabilité, c'est vraiment de créer cet écosystème, de faire travailler les gens ensemble, de sensibiliser un maximum pour arriver à co-construire ensemble peut-être ce langage d'interopérabilité français en adéquation avec tout ce qui est fait en Europe et à l'international. Donc voilà, l'idée, et ça revient avec ce que tu disais, Théo, du coup, de vous informer, et dans l'autre sens, du coup, que les lecteurs de spécifications nous font des retours pour améliorer les spécifications, identifier les nouveaux cas d'usage prioritaires, et du coup, aussi s'intéresser et suivre les nouveautés, les
nouveautés, les travaux en cours et les nouvelles versions des spécifications qui sont en cours de développement. Effectivement, pour faire ça, il faut des outils sur lesquels on doit travailler pour pouvoir être notifié du coup des travaux que l'on est en train de faire. Voilà, après j'ai une petite précision sur le cadre d'interopérabilité, donc le CISIS, le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé. Donc le cadre d'interopérabilité, c'est l'ensemble des spécifications nationales qui va décrire les mécanismes d'échange et identifier la structuration des informations. Donc pour définir une spécification, donc on est obligé de partir d'un cas d'usage. Donc on doit vraiment préciser pourquoi est-ce que ces données doivent être échangées. On ne peut pas vraiment l'avoir de manière très générique, il faut vraiment l'adapter. Donc l'identification par cas d'usage est nécessaire pour savoir quels sont les besoins fonctionnels et métiers de ces échanges et quelles données doivent être échangées. Et donc, comment est-ce qu'on fonctionne dans le cadre d'interopérabilité? Donc, le cadre d'interopérabilité, c'est l'ensemble des spécifications maintenues par l'ANS. Donc, on va avoir plusieurs demandes de l'écosystème, par exemple, standardiser la recherche en oncologie, la gestion d'agenda, les sacs de soins, etc., etc. Donc, une fois qu'on a un certain nombre de demandes, on va organiser un comité de concertation où on aura une présentation en fait, des différentes demandes qui ont été faites. Lors de ce comité de concertation, enfin, à l'issue de ce comité de concertation, on va pouvoir prioriser les sujets en fonction de la trajectoire nationale, notamment et de disponibilité en termes de ressources humaines. Une fois que le sujet est priorisé, on va faire une étude précise du besoin avec une élaboration des spécifications fonctionnelles. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment étudier quelles données doivent être échangées et pour quel intérêt. Ensuite, une fois que c'est fait, on va rédiger des spécifications techniques pour utiliser le standard le plus approprié, en fait, pour rédiger les spécifications techniques et l'adapter à ce besoin. On va mettre en concertation et on va le publier. Et du coup, Théo, une possibilité de poursuivre du coup, nos travaux, c'est aussi de regarder ces concertations qui sont sur la plateforme Participer. Donc, ils sont ici. Donc, ici, on a l'ensemble des concertations de l'ANS qui permettent du coup de commenter et de donner votre avis sur les différentes modifications apportées. Ah ouais, cette page-là, on la connaît un peu. Bon. Ok, On participe parfait. assez rarement, on préfère quand ils font des ateliers derrière pour. Je trouve Ouais. ça toujours plus simple en fait d'en parler directement de Mm. vive voix, mais oui. On regarde un peu cette page aussi. Ouais. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et je pense effectivement organiser des groupes de travail pour rédiger les specs un peu à l'interruption santé côté ANS, ça pourrait être intéressant. Mais bon. Ah, c'est ce que fait le Ségur pour la partie Dreambox. Ils Ouais. essayent de faire des ateliers assez régulièrement. Je trouve ça plutôt utile. Ouais. On avait même eu le droit à un représentant des éditeurs à un moment pour essayer de faire remonter ce qui, selon nous, n'allait pas côté cahier des charges. Quoi. Ok, cool. Organisé par Mathieu Baja, j'imagine. C'est ça, c'était Mathieu Baja et Jean-Marc Cheville. Ok, super. Et la même chose pour ProSanté Connect avec l'espace de confiance le vendredi après-midi. Ok, super. Petite question de Gwen, Nicolas, Oui. qui demande s'il est prévu d'intégrer des données environnementales, par exemple des données d'exposition, dans les données patients. Ok, j'ai jamais entendu de cas d'usage en interop dans ce sens-là. Mais si ce besoin vous paraît pertinent, n'hésitez pas à le remonter. Donc, comme je l'ai dit, il y a la demande de enfin, n'importe qui peut faire la demande de standardisation d'un cas d'usage donné. Et en fait, dans la page 6, dans l'espace de publication ici, vous avez tout en bas un lien vers la démarche d'élaboration avec un formulaire. Un formulaire d'expression de besoin. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer le formulaire complété pour qu'on puisse répondre à ce besoin. Donc, en mettant en évidence qui est-ce qui a besoin de ces spécifications. Mais c'est un besoin dont j'ai pas entendu parler en interop, mais qui a totalement du sens, dont je peux totalement comprendre le sens. Voilà. Donc, voilà, une fois qu'on a rédiger les spécifications, mis en concertation pour une période de 3 mois à peu près en général, puis publier. On va pouvoir, enfin, ces spécifications vont pouvoir être implémentées dans les logiciels de soins pour après profiter d'un usage secondaire de la donnée, avec du partage entre plusieurs logiciels, la collecte de données de vie réelle, l'alimentation de monde d'espace santé, etc., etc.
Voilà, on avait parlé du coup des évolutions, à quelle fréquence les spécifications évoluaient. Donc, effectivement, il y a un cycle avec une demande de mise à jour, l'analyse de l'équipe interopérabilité, une nouvelle concertation, puis les publications. Et ce cycle, il est assez long, hein. Il prend en général 6 mois en tout minimum, avec la concertation de 3 mois. Donc, effectivement, je pense qu'un an, c'est vraiment le minimum pour entre deux versions d'une spécification. Mais après, ça dépend si c'est des corrections mineures, où il y a un petit bug qui a été identifié et qui doit être corrigé rapidement. Ça peut changer, effectivement, mais on est plutôt sur des cycles assez longs, effectivement, parce que de toute façon, il faut que les éditeurs, de votre côté, vous devez implémenter ces spécifications, donc ça prend un peu de temps. Voilà. Donc l'accès aux spécifications françaises, donc comme je l'ai dit, il y a ce formulaire de démarche d'élaboration. Enfin, il y a le formulaire d'expression de besoin dans le cadre de la démarche d'élaboration qui vous permet de remonter des nouveaux besoins qui n'auraient pas été pas été soumis. Sur le côté Fire, donc on a un catalogue des guides sur interop.isanté.gouv.fr/ig/Fire où vous aurez tous les guides d'implémentation en Fire qui ont été développés. Si vous en avez un certain nombre avec les spécifications Core, FR Core et Annuaire Santé, ensuite les spécifications par cas d'usage, vous en avez un certain nombre. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble notre catalogue des guides. Donc c'est une liste de guides d'implémentation qui ressemble à ça. Et derrière, vous avez aussi l'espace de publication des quêtes d'interopérabilité où vous avez l'ensemble des spécifications, CDA notamment. Voilà, du coup, j'avais pris le temps de questions ici, mais le temps de discussion maintenant, mais on en a déjà pas mal eu pendant la présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres sujets que vous souhaitez aborder ou des perspectives d'amélioration pour cette session questions-réponses. Baptiste? Oui, bonjour. Alors, c'est une question qui peut peut-être paraître un peu idiote. En fait, c'est le cas d'un client qui va absorber un autre client, donc les bases de données vont fusionner. Et du coup, c'est surtout au niveau de la transition de l'INS, parce qu'en fait, le cœur même, on va dire, de l'interop, c'est aussi l'identito-vigilance, entre guillemets. Vu que on reste sur le même système, c'est-à-dire que les deux sont deux clients chez nous, donc ils restent sur le même système, mais sur des bases de données différentes. Est-ce que du coup, on doit requalifier les INS comme on fait avec justement l'interopérabilité avec les fichiers H7, si on reçoit, on dit que c'est qualifié, mais il faut quand même revérifier derrière. Ou vu qu'on considère que c'est à peu près le même système, on n'a pas besoin de revérifier. En gros, une fusion de deux logiciels, c'est ça? Chacun a les informations si l'INS est qualifié. C'est une fusion, ouais, ils sont c'est deux bases de données plutôt qui vont fusionner, qui sont sur le même logiciel. Voilà. C'est étrange parce que l'INS, c'est pas vous qui le gérez, non? C'est le service INSI qui vous l'a donné. C'est le service INSI qui nous le donne, exactement. Mais du coup, en théorie, s'il a été qualifié, ça doit être le même sur les deux, bases de données, quoi. Oui, ça va être le même, mais c'est pour le principe d'identito-vigilance, en fait. Ouais, si, ouais, d'accord, oui, je comprends le. Ok, bonne question. Je n'aurais pas la réponse à vous apporter. Je n'en ai aucune idée. En gros, la question c'est, est-ce qu'on peut se fier du coup aux données qui sont dans les deux bases de données? Est-ce qu'on peut les fusionner ou pas? Oui, c'est ça. Est-ce que le fait que l'INS soit qualifié dans les deux nous permet de fusionner toutes les données qu'on a à partir de ces patients? Enfin, à partir de cette INS, est-ce que c'est une donnée suffisante qui nous permet de fusionner toutes les données qu'on a de ces patients? Je ne pourrais pas répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Je vous remercie. C'est trop risqué comme réponse, mais trop intéressant. Faut jamais hésiter à requalifier par expérience, nous dit Gwen. Oui. Ok. Je vous propose de clôturer cette session, du coup. C'était super intéressant. Merci pour vos discussions. On a eu pas mal de conversations. C'était top. C'est agréable d'avoir
ce genre de réunion en petit comité. Donc, je vous affiche un petit QR code pour répondre au sondage, pour savoir si cette réunion vous a plu, si vous avez d'autres idées d'amélioration de ce genre de réunion questions-réponses. N'hésitez pas à me dire. Et aussi, on a créé une page LinkedIn dédiée aux entreprises du numérique en santé. Donc, n'hésitez pas à aller à la suivre pour voir toutes les informations que l'on soit diffusé aux entreprises du numérique en santé. Je vous envoie le lien tout à l'heure quand vous aurez scanné le QR code. Ou peut-être même que vous pouvez cliquer dessus directement. Je ne sais pas si ça Je vais fonctionne. peut-être que je vais mettre le lien aussi dans le chat, Nicolas. Ouais, super. Comme ça. Hop. Voilà, bah super. Merci à tous pour votre écoute. Et on peut clôturer si ça vous convient. Et peut-être juste 2 mots, on clôture Ouais. dans ce cas-là. Merci Nicolas. Merci pour votre présentation. Pour rappeler, encore une fois, merci pour le retour que vous pourrez nous faire. Et pour rappeler que nos sessions collectives se poursuivent après, en novembre, avec une session cybersécurité le 14, télésanté le 19 et sur l'INS justement le 21 novembre. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers nous aussi sur la boîte ANS Innovation. Merci Nicolas et merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir, merci.